Bienvenue dans Une semaine dans le monde. On fait le tour des unes de l'actualité de la semaine avec nos éditorialistes. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Alain Guillemol. Bonsoir Alain. Bonsoir. Rédacteur en chef adjoint de La Croix. La Croix, on va voir les unes, j'imagine, La Croix Magazine et La Croix. Et puis vous êtes aussi auteur de Le réveil d'une nation. Donc ça, c'est donc votre livre, Alain. En face de vous, Laure Simoes, voilà, Ukraine, le réveil d'une nation. Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Bonsoir Laure. Bonsoir Stéphanie. Patricia Alémonière est avec nous ce soir. Bonsoir. Patricia, grand reporter, auteur de Au cœur du chaos. Un grand reporter raconte la guerre à sa fille. Et puis Ziad Limam est avec nous ce soir, directeur du mensuel Afrique Magazine. Afrique Magazine, donc, qui fête ses 40 ans. Exactement. 40 ans, donc il y aura une fête. Il y aura une fête. 1983, 2023, ce que nous étions et ce que nous sommes devenus. En parlant de l'Afrique. En parlant de l'Afrique. Et on a pris l'Afrique donc en vous êtes 1900. devenu meilleur. Elle a changé. L'Afrique. Oui. Et le magazine. On a fait ce qu'on a pu et on est toujours là. Bon, on va en parler. En tout cas, on va démarrer bien sûr par le sommaire ce soir. Un sommaire avec d'abord l'actualité française. Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre français, le premier Conseil des ministres, s'est réuni ce matin. Un virage à droite avec l'entrée de ministres sarkozystes comme Rachida Dati ou encore Catherine Vautrin. Un gouvernement resserré et plus politique. Gabriel Attal veut de l'action et des résultats, a-t-il dit. L'actualité au Proche-Orient avec Anthony Blinken qui a terminé son marathon diplomatique au Moyen-Orient. Il l'a terminé en Égypte. Le secrétaire d'État américain a demandé à Israël de préserver la population civile à Gaza alors que les combats se renforcent à Khan Younes. En mer Rouge, les États-Unis et le Royaume-Uni ont bombardé les Houthis ce matin au Yémen. Après les attaques commises depuis des semaines, les Houthis ont donc affirmé que les intérêts américains et britanniques étaient devenus des cibles légitimes. La guerre en Ukraine, on va y revenir avec l'intensification des frappes russes et en même temps l'évacuation de Belgorod en Russie. Rishi Sunak est en visite à Kiev aujourd'hui. Le Premier ministre britannique a voulu adresser un signal fort de soutien justement de son pays à l'Ukraine avec une augmentation de l'aide militaire. Zelensky qui a demandé davantage d'aide militaire aux Européens cette semaine. Et puis un enjeu crucial que ces élections présidentielles et législatives à Taïwan, elles sont scrutées par la Chine. Pékin qui considère que le favori de cette présidentielle représente, je cite, un grave danger. L'armée chinoise qui s'est engagée à écraser, je cite, tout effort en faveur de l'indépendance de Taïwan. Voilà pour le sommaire. Et on démarre avec l'actualité française. Ce tout nouveau Premier ministre, le plus jeune Premier ministre nommé par le plus jeune président de la République, c'est comme ça qu'il l'avait présenté en tout cas cette semaine, Gabriel Attal. Les nouveaux ministres ont tous pris leur poste ce matin. Il y a eu la surprise Rachida Dati à la culture. Et puis d'autres poids lourds, des poids lourds en tout cas qui sont restés en poste comme Bruno Le Maire à Bercy ou encore Gérald Darmanin ou Éric Dupond-Moretti. On va écouter Gabriel Attal. D'abord la sobriété. Vous l'aurez noté, et ça a commencé à être dit par beaucoup de commentateurs, il y a 11 ministres de plein exercice. Quand on regarde par le passé, c'est probablement l'un des gouvernements avec le plus faible nombre de ministres de plein exercice. Il y en avait 16 dans le gouvernement précédent. La deuxième chose, c'est l'efficacité. Moi, ce que je veux, c'est de l'action, de l'action, de l'action, des résultats, des résultats, des résultats. Et puis, c'est l'énergie. Des femmes, des hommes, engagés à 200% pour répondre aux attentes des Français. Alain, votre réaction alors à ce tout nouveau gouvernement, de l'action, de l'action, de l'action, des résultats, des résultats, des résultats, c'est la méthode Gabriel Attal. Oui, on sent bien que Emmanuel Macron se met en position dans la perspective des prochaines élections européennes. On voit qu'il vise clairement le Front National, enfin le Rassemblement National maintenant, et que voilà, il y a un coup de barre à droite. Il y a un effet de communication politique, de rajeunissement, et puis d'aller sur des thèmes beaucoup plus droitiers. Mais en même temps, on se dit aussi que la donne politique en France n'a pas radicalement changé. C'est-à-dire qu'il y a toujours une majorité relative au Parlement. Et puis, derrière cet effet cosmétique, quand même, une grande stabilité, puisque le ministre de l'économie en sort, finalement, est toujours le même, et en sort finalement assez renforcé. Avec l'énergie en plus. Et en recevant en prenant la tête aussi de la Direction Générale de l'Énergie. Et puis Gérald Darmanin reste en place. Le Cornu aussi à l'armée. Et Dupond-Moretti à la justice. Donc les grands barons, on peut dire, du gouvernement restent là. Et donc finalement, derrière ces changements qui sont très politiques,
une grande stabilité. Et finalement, bon, la France se réveille un petit peu pareil qu'elle était la semaine dernière. Il n'y a pas de gueule de bois en se réveillant. Non. Patricia, un mini Macron, ça c'est ce que titre The Economist, ou encore le plus jeune Premier ministre et le premier gay, ça c'est ce qu'écrit le Financial Times. Alors, mini Macron, c'était une expression qu'ils ont repris de collègues qui suivent la politique depuis un certain temps et qui effectivement entre eux se passaient ce mot gentil pour qualifier Gabriel Attal. Il est vrai que sur le fond, Gabriel Attal est le fils presque légitime presque d'Emmanuel Macron en quelque sorte, parce qu'il est comme lui un grand communicant, comme vous l'avez souligné. Il aime les punchlines, il aime les phrases courtes, il veut faire la révolution tout comme le président veut faire la révolution, parce que c'est ce qu'il nous a annoncé, le président. C'était déjà le thème de son livre qu'il avait sorti en pleine campagne électorale lors de l'esprit de 2017. Voilà, exactement. Il veut renouveler l'esprit de 2017. Donc, Gabriel Attal se trouve complètement dans cette lignée. Et effectivement, tout dépend, on dit un coup de barre à droite, mais tout dépend d'où on se place pour dire le coup de barre à droite. Si on est effectivement au centre-gauche ou à la gauche, on trouve qu'effectivement, il n'y a plus beaucoup de gens au sein du gouvernement qui représentent la tendance de gauche du en même temps. Mais si on se trouve à droite, ma foi, on trouve que ce n'est pas encore assez. Que c'est pas encore assez. Et c'est bien là tout le problème d'Emmanuel Macron, parce qu'effectivement, son obsession au président, c'est de lutter et de faire en sorte que Marine Le Pen n'engrange pas un score exceptionnel aux européennes, et plus après, en gros, qu'il ne lui cède pas son fauteuil. Et donc, il essaye de mettre en place une équipe pour lutter contre elle. On connaît la verve de Dupond-Moretti contre Marine Le Pen. Là, on va voir effectivement les punchlines, les phrases très dynamiques de Gabriel Attal. Mais les Français, ils vont juger sur quoi ? Ils vont juger sur le résultat économique, ils vont juger sur leur salaire, ils vont juger là-dessus, ils ne vont pas juger sur les punchlines. D'où d'ailleurs, on peut dire que Bruno Le Maire, dans l'ordre protocolaire, même remonte, peut-être justement parce qu'il y a à Bercy ce souci aussi donc, du pouvoir d'achat. Un mot, Zia, tout de même sur justement cet engagement vers l'Europe, avec une volonté donc finalement de faire une sorte de match Gabriel Attal versus Jordan Bardella, qui en fait, puisque le Rassemblement national est très devant. Je ne suis pas sûr que ça soit l'objectif essentiel de cette opération. D'abord, c'est dans 5-6 mois, donc c'est pas si facile que ça. Mais c'est peut-être trop tôt. C'est d'inverser. Et puis, est-ce qu'on va aller cramer ce nouveau Premier ministre dans une bataille européenne incertaine ? Je pense, je ça pense ne fait pas partie des objectifs d'Emmanuel Macron. Si, tant mieux, un peu, mais il faut voir qui va être tête de liste. Parce que c'est là que ça va se jouer. On va voir qui est la tête de liste du parti présidentiel et on va voir la dynamique. Moi, je pense entend dire que ça serait personnellement, je pense qu'on est déjà, que ce soit confirmé, je pense qu'on est déjà dans le... je pense que Macron, il est à la fois impulsif en même temps, mais il a pris, comme beaucoup de gens qui ont passé du temps au pouvoir, il y a aussi l'échelle des années qui s'impose à lui. Et je pense qu'il travaille déjà à ce qui va se passer à la fin du mandat, à la marque qu'il va laisser. Et il préorganise, moi je trouve, le combat. Le combat des chefs, parce que malgré tout, d'aller sortir un jeune Gabriel Attal, le mettre Premier ministre, quand même, au nez et à la barbe de Darmanin, et d'Édouard Philippe, de Bruno Le Maire, qui doivent se dire « Oh !» Mais qu'est-ce que c'est que ça ? En plus, on ne le connaît pas bien, Gabriel Attal, mais il a effectivement un talent de communication assez spectaculaire. Il va au journal de TF1 comme s'il avait fait ça toute sa vie. Il fout un coup de vieux quand même. Moi, j'ai vu des images assez impressionnantes quand il a fait le premier déplacement dans le Pas-de-Calais. C'est vrai, il a l'air un peu fragile, presque physiquement, mais il donne un coup de vieux à tous les types qui étaient là. C'est un peu Emmanuel Macron quand il est arrivé, alors. Oui, alors le problème, c'est est-ce que la jeunesse permet de, comme diraient les Anglais, de deliver ? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'être jeune en soi est une qualité suffisante pour gouverner ? Deuxièmement, il est quand même, je le redis, encerclé par une sacrée bande de requins qui n'attendent qu'une chose, c'est de le dézinguer à l'horizon de la fin du mandat. Troisièmement, il y a un Parlement qui est complexe, rétif. Quatrièmement, l'allié naturel incarné par Ciotti, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de Rachida Dati. Oui, Rachida Dati, bon, on va en dire un mot. La droite républicaine qui se voit couler progressivement par ses
par ces coups de boutoir du macronisme qui prend les gens. Qui a exclu d'ailleurs Rachida Dati. Oui, mais ça ne fait pas l'unanimité chez les LR d'avoir exclu Rachida Dati. Donc ça prouve que ça a un coût. Donc on va voir si ce jeune homme, parce que franchement, moi je suis quand même assez stupéfait, 34 ans, ça me fout un sacré coup de vieux à moi, si ce jeune homme est capable de gouverner un pays aussi complexe que la France et dans un contexte politique où tout le monde est déjà sur la suite et sur l'héritage et sur qui sera candidat et qui sera président, parce que c'est la mère de toutes les batailles. Mais dans la Ve République, c'est le président qui gouverne. Enfin, dans la Ve République, c'est le président qui gouverne. Donc, oui, et puis le court terme n'est pas ennemi du long terme. C'est-à-dire, il est lancé vers les européennes pour réussir les européennes, pour derrière. Oui, mais le risque, c'est que le score ne réussit pas. Oui, donc au mois de juin, le scrutin. Mais c'est aussi un peu la méthode Macron, quoi. C'est-à-dire, battez-vous, gagnez, et vous serez récompensé. Sauf là, quand même, c'est ce que tu as dit, c'est quand même un enfant. Enfin, c'est très spirituel. Hein, oui. C'est vraiment son produit, sa fabrication. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui le porte à bout de bras. Donc, de le laisser aller couler ou pas aux élections européennes, je pense qu'ils vont vite se positionner dans un temps plus long. Il faut voir. Dans la jungle, on fait ça. On lâche les crocodiles. Pour voir l'enfant au milieu des crocodiles pour voir s'il survivra. On va attendre quand il faut un discours politique général, parce que ça va être intéressant la semaine prochaine. On va voir le discours politique général. On va voir exactement quelle sera sa feuille de route. Il faut parfois savoir que le bébé dépasse le maître. Ouais. Et que là, il faut voir si effectivement Gabriel Attal ne fera pas de la lumière, enfin de l'ombre au président plutôt. Et ça va être toute la question, parce que s'il y a bien une chose qu'Emmanuel Macron ne supportera pas, c'est de l'ombre. En général, là, il voulait plutôt redorer un petit peu, que ça lui donne un nouveau souffle. C'était ça l'objectif du président. C'est la fameuse phrase de Fabius qui revient maintenant. Moi, c'est moi et lui, c'est lui. Ouais. C'est-à-dire que pour survivre aussi, il faut rentrer dans un moi, c'est moi et lui, c'est lui. Donc on verra bien comment tout ça se passe. Les dessins. Mais les dessinateurs ne sont pas très contents avec cette nomination de Gabriel Attal, parce qu'il est difficile à caricaturer, figurez-vous. Hier soir encore, on en parlait avec certains aussi d'Emmanuel Macron en 2017. Exactement. Difficile à caricaturer. C'est un petit peu le même scénario. Donc la solution, c'est ne pas le dessiner. C'est ce qu'a tenté Loïc, dessinateur algérien. Gabriel Attal, plus jeune Premier ministre de la Ve République. Le subterfuge est éprouvé, parce qu'à l'élection de Macron, ils avaient positionné une chaise enfant. Bon, ben là, on a carrément la chaise bébé. Un deuxième dessin tout aussi savoureux du dessinateur suisse Hermann, publié dans Le Monde, qui imagine le Conseil des ministres et puis les pensées secrètes du président. J'adore son côté deuxième de la classe. Eh oui. C'est très très bien trouvé. Un autre dessin du dessinateur français Rodot, qui est aussi bien vu sur cette passation de pouvoir entre Elisabeth Borne et Gabriel Attal. Elisabeth Borne, out, Gabriel Attal, Premier ministre. À 11h30, il prend son café sans sucre avec du lait. Il faut sortir Nemo à 7h. Gabriel Attal qui répond « Je sais ». Bon, c'est une façon un peu espiègle de dire que le nouveau Premier ministre sera encore et toujours le larbin, entre guillemets, du président, si vous me passez l'expression. Et puis pour finir, une petite gourmandise pour la fin du dessinateur Urbs. Pendant ce temps, chez les Macron, Gabriel est content de son gouvernement, demande Brigitte au président. Ah, je sais pas, fallait lui demander, répond-il. En gros, c'est qui le patron dans l'affaire? Puisque je trouve assez savoureux dans ce dessin aussi, c'est la potiche bleue à côté de Brigitte, que l'on reconnaît tout de suite malgré ce trait toujours aussi désinvolte de Urbs. Le président de la République, d'ailleurs, Emmanuel Macron, qui va s'exprimer avant justement la déclaration de politique générale de Gabriel Attal. Actualité au Proche-Orient, Anthony Blinken, qui a terminé justement son marathon diplomatique au Moyen-Orient en Égypte. Le secrétaire d'État américain demande à Israël de préserver la population civile à Gaza, alors que les combats se renforcent à Khan Younes, notamment dans le sud. En mer Rouge, les États-Unis et le Royaume-Uni ont bombardé ce matin les Houthis au Yémen, après justement les attaques commises depuis des semaines. On va d'abord écouter Anthony Blinken. Nous repartons avec un certain nombre de mesures concrètes. Premièrement, l'accord d'Israël pour que les Nations Unies envoient une équipe d'évaluation dans le nord de Gaza pour examiner les conditions qui seraient nécessaires pour commencer à ramener les gens vers le nord. Deuxièmement, nous avons l'engagement de l'autorité palestinienne à poursuivre des réformes significatives.
Nous avons obtenu que le Conseil de sécurité des Nations Unies se prononce sur les agressions des navires de transport maritime en mer Rouge. C'est un danger pour les pays du monde entier. Quel bilan on peut faire finalement de cette tournée? On voit bien qu'il était sur plusieurs fronts, Anthony Blinken. Il y a à la fois donc toute la partie Israël, Gaza, le Hamas, et puis il y a aussi toute la partie Yémen avec la mer Rouge. Donc un second front possible avec une escalade en ce moment. En fait, toute la difficulté des Américains aujourd'hui, c'est de montrer qu'ils font, qu'ils essayent, sans toucher au point principal qui est le ceasefire, le cessez-le-feu que tout le monde demande. Et comme les Américains ne sont pas dans l'optique d'un cessez-le-feu, je pense qu'ils essayent de laisser encore du temps à Israël pour essayer d'obtenir des acquis stratégiques réels sur le terrain, à part la destruction de Gaza, l'arrestation de Sinoir, quelque chose de visible, la fin que des combattants se rendent, enfin, quelque chose, quoi. Et là, on n'y est pas. Et comme la pression internationale est très forte, la Cour de justice internationale, les opinions publiques qui sont mobilisées, etc. Donc ça pose un problème. Et donc on a ces espèces de résultats alambiqués. On a obtenu que les Nations Unies aillent dans le nord de Gaza, qui est totalement détruit à 98%, pour voir si c'est vivable. Enfin, c'est quand même hallucinant. Donc peu de résultats, finalement, c'est ça. Moi, j'ai appelé ça la théorie de l'élastique. C'est-à-dire ils tirent jusqu'au bout parce qu'ils sont pris dans la contradiction. Et ils ont un vrai problème, par contre, en tant qu'Amérique, et pas que, dans le Golfe, dans le détroit du Bab el-Mandeb, dans l'accès à la mer Rouge, parce que là, on est dans la guerre asymétrique qui prend des proportions totalement surréalistes. C'est-à-dire qu'avant, la guerre asymétrique, c'était sur un territoire donné, les rebelles, etc., contre une grande armée. Mais là, on a la guerre asymétrique sur un détroit. Et ça veut dire que demain, c'est pour ça qu'ils sont très en pointe là-dessus, ça veut dire que demain, les Malaisiens, le détroit de Malacca ou un autre endroit de ce type-là peut parfaitement rentrer dans des conflits globaux, en mettant pratiquement à genoux, parce qu'il y a quand même des impacts économiques très forts. Juste pour le détail, on a dit que Tesla ne pouvait plus faire de voitures en Allemagne puisqu'il n'y a plus les pièces. Donc on voit que des gens très motivés, qui n'ont pas peur, qui s'inscrivent dans le conflit, qui sont presque à la périphérie du conflit, mais qui ont cette capacité, bloquent un des passages les plus importants du commerce mondial et mettent les États-Unis en difficulté, la grande puissance. Et donc ils sont obligés de réagir. Mais ils ont tapé. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Ils ne vont pas ouvrir un 4e, 5e, 6e front au Moyen-Orient. Ça semble quand même assez spectaculaire. Patricia, c'est vrai, jusqu'où irait l'escalade en mer Rouge? Parce que là, il y a une escalade verbale importante. Il y a effectivement les tirs. Il y a peut-être aussi un navire européen qui devrait, une force navale, en tout cas européenne, pour aider à protéger les navires en mer Rouge. C'est en discussion la semaine prochaine. Donc, on n'est pas du tout dans une désescalade. En ce qui concerne la mer Rouge, non. Les Européens ne sont pas pour l'instant tous d'accord. Vous avez vu, l'Espagne a dit qu'elle se dissociait complètement de la formation d'une telle flotte et d'autres pays pourraient s'y dissocier. Et ça, c'est sur le clivage qui existe en Europe sur le soutien ou non à Israël. On sait très bien que l'Espagne est pour un cessez-le-feu et d'autres pays le sont aussi. Donc, oui. Donc, et même d'autres pays, quelques autres. Donc, on voit bien que l'Europe, pour l'unité, elle ne s'est pas fragmentée vis-à-vis de l'Ukraine. Enfin, en tout cas, en ce moment, jusqu'à aujourd'hui, elle pourrait à la limite se fragmenter sur la question israélo-palestinienne. Donc ça, c'est intéressant. Elle était déjà divisée depuis le début. Oui, mais là, ça serait plus une force unie, ça serait donc une force avec différents pays. Pour l'instant, ce n'est pas une force européenne. Alors, quant à l'escalade du conflit, personnellement, je ne vois pas d'escalade. Parce que pour qu'il y ait une escalade, il faudrait que quelqu'un d'autre rentre en guerre contre l'Amérique ou contre les Britanniques. Là, finalement, c'est les Américains et les Britanniques qui ont frappé aujourd'hui, qui ont frappé des bases. Alors, quand on connaît le Yémen du Nord, moi j'y suis allée il n'y a pas très longtemps dans la zone Houthi, quand on connaît effectivement le Yémen du Nord, on sait que les Houthis sont cachés, ils ont des bases partout dans des zones de configuration très particulières, montagneuses, difficiles à toucher, souvent imbriquées, là encore, parmi des populations civiles. 73 raids, je vous interromps, qui ont visé les sites militaires dans la capitale de Sanaa, juste à Sanaa. C'est pour ça que je dis, imbriqués parmi la population civile. Quand l'Arabie Saoudite était en guerre
guerre. Il y a juste un cessez-le-feu qui a été signé récemment. Mais il frappait aussi Sanaa, avec chaque fois des cibles soi-disant chirurgicales, qui entraînaient effectivement des morts. Mais qui pourrait venir soutenir les Houthis, à part l'Iran ? À part l'Iran, et l'Iran, on voit bien que l'Iran est pour l'instant, je dis bien pour l'instant, une puissance modératrice en ce qui concerne le nord de Gaza. On le voit bien avec le Liban, tout ce qui s'est passé, les frappes qui ont eu lieu israéliennes au Liban, entre l'élimination d'Al-Araoui, entre l'élimination d'un général des brigades Al-Quds en Syrie, entre l'élimination de 2 chefs militaires importants du Hezbollah dans le sud Liban. Pour l'instant, le Hezbollah s'est contenté de répondre, avec des tirs de roquettes classiques. Donc, parce que l'Iran ne veut pas que ça dérape. Et les États-Unis ont dit aujourd'hui, on ne cherche pas de conflit avec l'Iran, d'ailleurs. Voilà, donc on en est là. Donc on ne cherche pas de conflit. Et qui pourrait soutenir les Houthis à part l'Iran ? Personne. Mais est-ce qu'ils ont une vraie marge de manœuvre ? Ils ont une très forte force militaire, oui. Ils ont de la réserve encore. Ils peuvent encore gêner la circulation mondiale. Mais ils ne font pas qu'obéir à l'Iran, en fait. Je crois qu'ils obéissent. L'Iran est intéressé par ce jeu-là. Tant que ça ne dérape pas, l'Iran est intéressé, et la Russie derrière, pas la Chine en revanche, pour, si vous voulez, diminuer le commerce mondial. Et qui est principalement affecté par ces attaques sur le commerce mondial ? Ce n'est pas les États-Unis, c'est l'Afrique, la Chine et l'Europe. Alain, justement, sur cette escalade. Oui, on voit qu'il y a quand même un risque de régionalisation du conflit. Et c'est vrai que... ça peut durer. Sur cette question sur l'Iran, on sait bien que l'Iran ne veut pas être en première ligne, mais c'est quand même eux qui renseignent les Houthis sur quels sont les bateaux qui passent, quels sont les bateaux qui sont intéressants, lesquels il faut frapper, lesquels il faut laisser passer, etc. Et donc, ils sont quand même là à la manœuvre. Mais justement pas de conflit direct. Un mot peut-être justement sur, vous en disiez un mot, Ziad, sur cette procédure, cette Cour internationale de justice, puisque Israël s'est défendu aujourd'hui contre justement ce recours qui est exercé par l'Afrique du Sud, qui accuse justement Israël de ne pas respecter la Convention sur le génocide. Et Israël se défend en disant qu'elle ne cherche pas à détruire le peuple palestinien. Elle qualifie de totalement dénaturé, je cite, les accusations de génocide qui sont portés à son encontre devant cette juridiction par l'Afrique du Sud. Vous disiez c'est mauvais pour son image, ce qui se passe ? Bien sûr que c'est très mauvais. D'abord, sur le plan symbolique, c'est extrêmement brutal d'accuser Israël d'être un acteur d'un génocide. Donc, et ça représente une partie de l'opinion publique des Suds globaux et aussi une partie de l'opinion publique maintenant en Occident. Et c'est porté par l'Afrique du Sud. Alors, l'Afrique du Sud, elle est à la fois l'héritière de Mandela, elle a un contentieux personnel aussi avec Israël parce qu'à l'époque de l'apartheid, le régime d'apartheid avait des liens très étroits avec Israël, y compris sur la recherche atomique, etc. Donc il y avait vraiment beaucoup de liens. Mais il y a aussi des élections dans quelques semaines en Afrique du Sud qui sont extrêmement risquées pour l'ANC et de porter un combat comme celui-là, de remettre les couleurs du parti, de ressortir la statue du commandeur Mandela, ça le fait un peu. Mais il y a quand même un enjeu extrêmement important. Si jamais... C'est très compliqué cette CIJ, j'ai essayé de comprendre les juges. En fait, c'est des juges qui sont détachés par des pays. Donc, on s'imagine, est-ce qu'ils ont la marge de manœuvre d'avoir leur propre décision ou est-ce que le juge américain peut avoir une marge de manœuvre par rapport à la position des États-Unis ? Est-ce que le juge français, est-ce qu'il prend ses ordres ? C'est pas très clair en ce moment qui est le chef de la diplomatie. Enfin, il y a toujours le président. Oui. Mais bon, c'était une petite... donc voilà. Donc, en tout cas, ils redisent que c'est de la légitime défense. Mais si jamais il y a une condamnation, ça aura des impacts symboliques très forts pour Israël et peut-être même des conséquences juridiques des votes à l'Assemblée générale. Et si jamais la Cour dit qu'il n'y a pas, ça aura des conséquences très fortes aussi dans ces Suds globaux qui vont dire, voilà, on vous l'avait bien dit, il y a bien un système à 2 vitesses, il y a bien un Occident rétréci qui se défend de tout alors qu'il mène... Et donc, quel que soit X, ça aura des conséquences extrêmement importantes. Ça a déjà un impact, Patricia. Il y a d'ailleurs des manifestations pro-israéliennes et pro-palestiniennes à La Haye, tous les jours, autour de cette cour. C'est une sorte de caisse de résonance, quand même.
Oui, c'est une caisse de raisonnement, mais je crois qu'elle est essentiellement, effectivement, représentative de cet affrontement auquel on assiste depuis ces dernières années entre ce Sud global que l'on appelle et les pays occidentaux. Et donc chacun porte sa cause, en particulier le Proche et Moyen-Orient nous accusant beaucoup j'oublie deux poids, deux mesures. De deux poids, deux mesures, effectivement, alors que l'Afrique est plutôt vers des critiques de décolonisation. Voilà. Donc mais néanmoins, le Sud global reproche ces deux poids, deux mesures aux organisations internationales et pousse finalement à une fragmentation, paradoxalement, ou un renouveau, en tout cas, de tout ce qui est organisation internationale, parce que ces organisations, comme la Cour de justice, en plus, ça va être très long. Et même si elle porte un jugement, ça ne sera pas appliqué. Donc là encore, même si le jugement allait dans le sens auquel aspire le Sud global, eh bien, comme il n'y aurait pas de conséquences pratiques, il dirait, voyez, vous faites des déclarations et ça ne sert à rien. Un petit mot là-dessus ? Oui, non, c'est vrai qu'on voit qu'on est en train de changer d'époque et de changer de monde. Et on se dit qu'au lendemain de ce conflit, les choses ne seront plus tout à fait pareilles. Or, on a l'impression qu'un peu, puisque je reviens sur le voyage de Blinken, on a l'impression que Blinken, lui, la position des États-Unis, c'est d'essayer de revenir à la situation telle qu'elle était avant le 7 octobre et les attaques du Hamas. Il veut une solution à deux États, il veut une réforme de l'autorité palestinienne dont on ne comprend pas très bien ce que ça voudrait dire. Donc il veut... En fait, il veut renouer avec les mêmes interlocuteurs qu'avant, que le fait qu'Israël reprenne langue avec les pays de la région, s'intègre, alors il appelle ça l'intégration régionale d'Israël, et finalement c'est un peu rechercher à revivifier l'esprit d'Oslo d'il y a 20 ans, alors que la situation dans la région a vraiment profondément changé depuis 20 ans. Les dessinateurs. Oui, je vous montre un premier dessin du dessinateur algérien Dilem, justement, sur cette visite de Blinken au Moyen-Orient. Blinken au Proche-Orient pour éviter l'embrasement de la région. Il est venu en Canadair, effectivement. C'est une représentation très littérale de la mission d'éviter l'embrasement que Dilem fait toujours avec ce panache qu'on lui connaît. Un deuxième dessin d'un dessinateur palestinien qui vit à Jérusalem. Alors ça, c'est quand même pas facile de faire le métier qu'il fait de là où il est. Au menu de cette visite, notamment de Blinken, il y avait l'après-Gaza. Et donc là, on voit un dialogue entre Blinken et Netanyahou. Le jour d'après, point d'interrogation, s'interroge Blinken. Liban. Après Gaza, c'est la réponse de Netanyahou. Il est bien embarrassé quand même face à cette détermination. Et on se demande si ce marathon diplomatique sert effectivement à quelque chose. Et puis on vient d'en parler cette semaine, donc la Cour internationale de justice qui s'est donc réunie. On a là un très beau dessin du dessinateur jordanien Emad Hajjaj. Vous reconnaissez tout de suite ce bâtiment à La Haye, dont le toit est jonché, vous le voyez, des corps des victimes de Gaza. Il y a une surmontée comme ça sur la tour du marteau de la justice. Et c'est vrai que si elle offusque Israël, c'est quand même une séquence qui a au moins le mérite de repositionner le droit quand même, accessoirement, ça peut être important dans cette histoire. Et puis pour terminer aussi, un dessin intéressant du dessinateur israélien Michel Kishka, parce que quand même Bibi, alias Netanyahou, est quand même de plus en plus critiqué en Israël pour justement faire passer l'éradication du Hamas avant la libération des otages. Vous voyez la disproportion là, des deux armes. Après moi le déluge, y a-t-il marqué sur sa plaque militaire. Donc c'est aussi quand même pour rappeler que de plus en plus Netanyahou est aussi critiqué par la société israélienne. L'autre guerre, la guerre en Ukraine, avec l'intensification des frappes russes et en même temps l'évacuation de Belgorod en Russie. Rishi Sunak était en visite à Kiev aujourd'hui. Il a voulu adresser, le Premier ministre britannique, je cite, un signal fort de soutien à l'Ukraine avec une augmentation de l'aide militaire. Volodymyr Zelensky, qui a d'ailleurs demandé cette semaine davantage d'aide militaire aux Européens. On écoute Rishi Sunak. Si Poutine gagne en Ukraine, il ne s'arrêtera pas là.
Nos adversaires dans le monde pensent que nous n'avons ni la patience ni les ressources nécessaires pour mener de longues guerres. Si nous hésitons maintenant, non seulement nous enhardirons Poutine, mais aussi ses alliés en Corée du Nord, en Iran et ailleurs. Alain, alors Zelensky a salué ce vendredi un accord de sécurité sans précédent, c'est ce qu'il a dit, conclu entre son pays et le Royaume-Uni. Finalement, le Royaume-Uni, c'est en Europe le meilleur soutien de l'Ukraine, alors que Olaf Scholz, justement, cette semaine, reprochait aux Européens des retards dans la livraison des armes à l'Ukraine. Oui, c'est vrai que le Royaume-Uni s'est toujours montré vraiment, enfin, le fighting spirit britannique. Ils se sont toujours montrés un partenaire très important pour les Ukrainiens. On se souvient que Boris Johnson était le premier dirigeant occidental à être venu se montrer dans les rues de Kiev. Il avait, et ça avait joué un rôle psychologique très important pour les Ukrainiens de voir que comme ça, qui se livrait à une promenade dans la rue avec Zelensky, côte à côte, serrant des mains. Enfin, voilà, il s'était montré ouvertement. Donc, oui, c'est important. En même temps, ça ne peut pas masquer le fait que les Européens ont pris un certain retard dans la mobilisation et qu'il y a quand même une disproportion de plus en plus flagrante entre les discours et les actes. C'est parce qu'on sait que tout en continuant à dire nous serons avec les Ukrainiens jusqu'au bout, tant qu'ils souhaitent se battre et nous les soutiendrons. Mais en même temps, on voit bien que les Européens sont incapables de livrer l'ensemble des armes dont les Ukrainiens auraient besoin, et en particulier les obus. Et donc ça se traduit. C'est les États-Unis qui sont en fait en tête sur la livraison des obus. Alors sur les livraisons des obus, oui, mais les Européens ont promis 1 million d'obus, je crois, d'ici le mois de mars prochain. Le schéma justement. Oui, au stade actuel, mais il y a donc l'engagement des Européens de livrer 1 million d'obus, et à ce stade, ils n'en ont livré que 300 000 sur les 1 million, et donc on voit qu'il y a quand même un retard, et donc il y a une disproportion qui se creuse. Alors, en même temps, on voit qu'on est un peu à un moment charnière, puisque les Ukrainiens sont en train de subir un bombardement de missiles. Enfin, les Russes essayent de profiter de cette période un peu de doute des Européens pour casser le moral des Ukrainiens. Et eux portent la bataille plutôt en mer Noire, plutôt vers le sud, en essayant de dire, bon, ce qu'on ne peut pas faire sur les lignes de front, on va essayer de le faire dans la mer Noire, en essayant quand même de repousser les bateaux russes le plus loin possible et de regagner de la liberté en pouvant poursuivre les exportations. Il y a eu cette semaine notamment une alliance entre les Bulgares, les Roumains, pour libérer la mer Noire des mines flottantes qui sont dessus. Et donc on voit que la mer Noire devient quand même un nœud du conflit, un centre névralgique très important. Ah oui, donc Patricia, la Crimée, c'est vrai que c'est important pour les Ukrainiens. Et en même temps, on parle maintenant d'une sorte de conflit qui ne bouge pas, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des intensifications des deux côtés, mais en même temps, la ligne de front, elle reste la même. On appelle ça la guerre d'attrition. La ligne de front reste la même parce qu'effectivement, les Ukrainiens n'ont pas les moyens militaires et n'ont pas eu les moyens militaires pour faire la percée. Certains disent qu'ils n'ont pas adopté la stratégie que leur avaient conseillé les Américains pour faire une vraie percée, regrouper toutes les forces et aller dans un endroit. Ils ont voulu suivre une autre stratégie. Vrai ou faux, je ne suis pas expert militaire, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Néanmoins, durant toute cette période, les Russes ont effectivement conforté, on a bien vu leur ligne de front. Ils ont miné complètement tout. Et ce qui est très problématique aujourd'hui, c'est que les deux possédant des flottes de drones très importants s'autosurveillent et s'empêchent pratiquement d'avancer parce que tout est détecté, pratiquement tout mouvement de troupes est détecté à l'avant. Donc on a une ligne de front qui est gelée pour l'instant, mais on assiste à quelques petites percées dans la région de Mélitopol, que l'on voit sur votre carte. Les Ukrainiens avancent un tout petit peu, et puis ils tapent à l'arrière. Ils tapent sur la Crimée, ils essayent de taper sur les lignes effectivement de chemin de fer qui amènent du matériel. Et puis en Russie même. Ils tapent même maintenant en Russie même depuis 2 mois, et en employant leurs propres armes. Ça c'est important parce que les Occidentaux ont dit, et c'est peut-être un problème d'ailleurs, parce qu'ils ont peut-être mis trop de restrictions à l'usage de ces armes, parce qu'il faut peut-être savoir à un moment donné ce que l'on veut, gagner ou perdre, et ils ont dit, craignant les réactions russes, pas d'utilisation de nos armes sur le territoire russe. Donc,
les Ukrainiens tapent avec leurs propres armes. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus, et j'en finirai par là, des réflexions qui se font en disant a-t-on bien fait de mettre autant de restrictions, effectivement, aux Ukrainiens? Ne faut-il pas leur laisser la possibilité d'aller au-delà des frontières russes? C'est la fameuse ville russe, justement, qui a été évacuée. C'est quand même une première, Ziad, parce que, justement, il y avait ces frappes ukrainiennes, comme vient de le mentionner Patricia. Donc, malgré un front qui ne bouge pas, c'est vrai que Belgorod, c'est pas tout à fait un tournant, mais enfin, est-ce que c'est quelque chose de très nouveau? C'est symbolique, et ça montre que l'Ukraine est capable de dépasser certaines lignes rouges, d'attaquer le territoire russe. La ville est à la frontière, donc c'est faisable avec des armes, j'ose pas dire rudimentaires, mais qui en tous les cas ne sont pas des missiles de moyenne portée, longue portée. Et je pense que ce qui se passe en mer Noire est plus important stratégiquement pour l'Ukraine, c'est-à-dire de couper en fait cette mer Noire. Aujourd'hui, les bateaux russes ne peuvent plus circuler normalement. Les bateaux de guerre russes ne peuvent plus circuler normalement, ce qui est quand même une vraie problématique stratégique. Ils ont coulé un bateau qui était dans un des ports de Crimée, et donc c'est très symbolique aussi de s'attaquer à la Crimée, parce qu'il y a eu la rétrocession, etc. Et le pont est toujours une cible. La question auquel personne ne répond, enfin nous on essaye, mais c'est pas dans le débat public, c'est que tout le monde sait, c'est peut-être choquant de le dire, qu'il n'y a pas de victoire possible de l'Ukraine. On est toujours sur cette discussion-là. C'est quoi la victoire de l'Ukraine? C'est récupérer les territoires qui ont été envahis, c'est rentrer en Russie. Ça, ce sont leurs objectifs. Oui, mais la disproportion là des forces et des tailles et les Euro-Américains veulent aider l'Ukraine à mener une guerre défensive, tout en étant toujours dans cette espèce de zone d'ombre qui est de ne pas attaquer frontalement, et de donner les moyens à l'Ukraine de pouvoir attaquer frontalement la Russie, missiles longue portée, les F-16 qu'on attend depuis je ne sais pas combien de temps, les armes très sophistiquées, donc on ne leur donne pas. Donc je ne comprends, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche à geler la situation et rentrer dans une espèce de Corée du Sud, Corée du Nord, où tout le monde aura à peu près, tout le monde aura la tête à peu près haute? Ce que dit Poutine, si on décode le poutinisme, enfin je me tourne vers vous qui êtes plus un spécialiste que moi, Poutine il dit en gros, si on se met d'accord sur l'actuelle situation, moi je veux bien discuter. Ça, c'est fin de non-recevoir quand même, non, mais on a toujours le discours nazi, machin, tout ça. Mais il a quand même dit, lors de sa conférence de presse avant la coupure de Noël, qui maintenait ses objectifs intacts, à savoir un changement de régime à Kiev, la neutralisation du pays et le fait que sa démilitarisation, c'est-à-dire en gros une Ukraine qui serait dans l'orbite russe, incapable de se défendre, incapable de résister. Mais est-ce que ça, c'est pas juste un effet d'annonce, sachant que ça ne sera pas non plus... C'est-à-dire pour les Russes, on ne pourra pas revenir non plus au statu quo ante d'avant la Révolution. Alors, on n'a plus le temps, mais les dessins. La Russie continue en tout cas de l'espérer. Mais voilà. En tout cas, cette guerre, elle va rentrer bientôt dans sa 3e année, dans un mois. Donc, elle dure. Les dessinateurs. Exactement. 3e hiver et 2e année. Donc, c'est ce que montre ce dessin du dessinateur français La Serpe, avec ce sentiment de grande désolation et d'abattement. Ukraine, intensification des bombardements russes. C'est simple, il ne reste plus que des ruines de ruines. Voilà, c'est le temps qui a passé et puis la désolation absolue. Cet autre dessin du dessinateur brésilien Amorim, on le voit que le parapluie de l'OTAN, il a eu le temps de se percer et on l'a dit aussi en tournée dans les pays baltes ces jours-ci, Zelensky déplore le manque de systèmes occidentaux de défense anti-aérienne qu'on voit sur ce dessin. Et puis pour terminer, un dessin du dessinateur ukrainien Kazanevski qu'on a beaucoup montré sur ce plateau. L'image, elle est aussi forte que monstrueuse de cette guerre, vous l'avez dit, d'attrition et sur cette lassitude quand même qui commence à envahir les combattants ukrainiens. Vous voyez une espèce de marche comme ça de morts-vivants complètement exténués qui défilent pour une paix. C'est assez inédit de la part du dessinateur qui jusqu'à présent a été extrêmement engagé pour évidemment dénoncer cette guerre, critiquer le Kremlin et puis soutenir l'Ukraine. Et là, on sent poindre une forme d'absurdité, peut-être celle dont tu parlais, Ziad, dans cette guerre qui dure sans savoir très bien jusqu'où.
Donc voilà, c'est des députés ukrainiens qui ont repoussé l'examen d'ailleurs du projet de loi sur la mobilisation militaire. Et puis autre information, Stéphane Séjourné, donc le tout nouveau chef de la diplomatie française qui est attendu à Kiev ce week-end. On part en Asie avec les élections, avec le temps qui nous reste. Les élections présidentielles et législatives à Taïwan, c'est demain. Elles sont scrutées par la Chine. Pékin qui considère que le favori donc de cette présidentielle représente un grave danger. L'armée chinoise qui s'est d'ailleurs engagée à écraser tout effort en faveur de l'indépendance de Taïwan. Ziad, tout de suite, 3 hommes qui se disputent cette présidence avec ce vice-président sortant, donc Lai Ching-te, qui en fait lui est dans la lignée de Tsai, donc la présidente actuelle, donc plutôt une confrontation avec la Chine. Et puis il y a qui est favori dans les sondages, et puis son rival, donc Wu Yi, qui lui est du Kuomintang proche de Pékin. Et puis il y a un troisième, un trublion, Ko Wen-je, du petit parti populaire de Taïwan. Est-ce qu'on est dans la démocratie face à l'autocratie? C'est ça en fait le véritable enjeu de ce scrutin. On est clairement dans une démocratie à Taïwan, ça c'est très clair. C'est très dynamique, c'est très vivant. Ça peut gêner beaucoup la Chine d'avoir un exemple de démocratie. C'est tout à fait normal que les Chinois interviennent avec des phrases extrêmement agressives. On va vous écraser, on va ceci, on va cela, parce qu'ils essayent d'influencer en partie le vote en disant attention, tant qu'on est dans le statu quo, ça peut durer tranquillement, enfin ça peut durer, on verra comment, mais tant que si vous décidez que... Bon, après, la troisième chose, et c'est que Taïwan... Il y a quelque chose qui m'échappe, c'est que Taïwan, c'est plus la Chine. C'est-à-dire que les Chinois sont tout le temps sur ce discours. Pour ceux qui sont allés à Taïwan, c'est une Chine différente. D'abord, il y avait un Taïwan avant la Chine. Il y a une population autochtone. C'est pas les mêmes gens, c'est pas la même culture. Ils se sont occidentalisés. Et la dernière petit point, ils produisent les 2/3 des puces du monde. Et donc, on appelle ça le bouclier digital. Ça leur donne aussi une petite protection en cas de... On a presque plus le temps. Patricia, deux mots quand même sur cet enjeu, justement. Ils ont vu ce qui s'est passé à Hong Kong, qui était aussi une petite partie de terre avec une démocratie, avec des jeunes très vivants, etc., et qui a été mise complètement au pas. Et quant au bouclier digital, eh bien, beaucoup d'entreprises quittent. Taïwan commence à quitter Taïwan pour investir ailleurs. Parce qu'elles pensent que Xi Jinping, à un moment donné, la sécurité dans leurs investissements est mieux au Vietnam. Mais les Chinois ne sont pas des acteurs irrationnels. Non. Ils ont des objectifs civilisationnels, historiques, mais ils ne sont pas irrationnels. Alors, en tout cas, pour Xi Jinping, c'est une seule Chine. Il l'a redit d'ailleurs lors de ses vœux. Voilà, je rebondis sur la phrase de Ziad. C'est plus la Chine, Taïwan, mais en même temps, il ne faut pas le dire. C'est-à-dire, il faut, tant qu'on ne le dit pas et tant que Taïwan ne déclare pas son indépendance, ça peut continuer comme ça. Mais manifestement, aucun des candidats ne soutient véritablement l'indépendance. 85% des habitants veulent le statu quo. C'est ça. C'est-à-dire, le favori mène une politique indépendante, mais il ne le dit pas. Voilà. Et tant qu'on ne le dit pas, ça peut continuer. Les dessins, on a une minute. On a une minute, alors je vais faire vite ce premier dessin de la jeune dessinatrice taïwanaise, justement, Stelina, qui montre que l'un des enjeux de cette élection pour les Taïwanais, c'est aussi le risque de guerre qu'ils redoutent. La colombe de la paix, elle n'a pas l'air très tranquille dans ce dessin. Un deuxième dessin du dessinateur Paresh, dessinateur indien. Un vote pour choisir entre le régime chinois et l'autodétermination, sous l'œil donc à la fois menaçant du dragon chinois et puis le regard quand même attentif des États-Unis, parce qu'il y a quand même aussi la rivalité sino-américaine dans tout ça. Et puis pour terminer, un magnifique dessin de Vado qui montre presque la géographie du paysage. L'île de Taïwan, ballon chinois, acculée par Pékin qui menace. Et Xi Jinping qui dit attention, ils sont armés. Armés de quoi? Si vous regardez, ils sont armés en fait de la démocratie, parce que c'est quand même aussi l'enjeu de la démocratie qui est à sauver dans cette élection. Voilà, le scrutin donc qui a lieu ce week-end, en particulier samedi, demain. Merci beaucoup Laure Simois, Ziad Limam. Patricia, merci. Patricia Lémonière, merci Alain Guillemol. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast. Bon week-end.